Bonsoir. Alors on commence ce live avec quelques minutes de retard. Je suis désolée, on a eu un petit souci technique. Ça arrive, c'est toujours les inconvénients du direct. Donc voilà, désolée de commencer en retard. Mais bon, le point positif de tout ça, c'est que comme vous attendiez après le live, et ben du coup vous êtes déjà là. Donc parfait. Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces pour m'indiquer voilà, si l'image est bonne, si vous m'entendez bien. Dites-moi. Alors j'attends quelques secondes. Voilà, apparemment c'est bon. Charlène me dit que c'est OK au niveau de l'image et du son. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, on va démarrer tout de suite pour essayer de rattraper un petit peu le retard parce que j'imagine que voilà, vous avez des choses à faire après. Alors écoutez, je suis ravie de vous accueillir donc sur le compte Instagram de D+4Care pour cette semaine de live exceptionnelle consacrée donc au sujet de la ménopause. Je suis ravie qu'on offre une tribune donc à ce sujet. C'est un sujet dont on parle encore assez peu et qui malgré tout reste encore tabou. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Céline Ovette, j'ai 40 ans, je suis praticienne naturopathe, je suis également consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie et en fleurs de bac et je suis spécialisée dans le bien-être féminin et les problématiques hormonales. J'ai effectué une partie de mon cursus en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, puisque force est de constater que les États-Unis sont quand même un petit peu plus en avance que nous en France sur les pratiques intégratives et holistiques. Et notamment pour tout ce qui touche aux problématiques hormonales. Donc, pour ma part, j'accompagne en fait les femmes de tout âge à retrouver leur équilibre hormonal grâce à des moyens naturels. Et donc, je mène des accompagnements spécifiques, notamment pour tout ce qui touche aux perturbations du cycle menstruel, l'endométriose, le SOPK, le syndrome post-pilule, qui est aussi un sujet dont on parle beaucoup. Et puis, bien évidemment, un sujet qui me tient à cœur, la ménopause, bien évidemment. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste m'attarder quelques minutes pour vous rappeler ce qu'est la naturopathie, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui a le vent en poupe, on en parle beaucoup dans la presse, dans les médias, il y a aussi énormément d'ouvrages qui sortent en librairie sur le sujet, mais il me semblait important de vous rappeler un petit peu ce qu'est la naturopathie et surtout comment on s'inscrit dans une démarche de soins. Donc l'OMS définit la naturopathie comme un ensemble en fait de méthodes, de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels. Donc au sens de la prévention, la naturopathie va viser à maintenir un état de santé optimal avec des moyens naturels tels que l'alimentation par exemple, puisque nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sommes surtout ce que nous sommes capables de digérer. On va aussi utiliser la micronutrition, la phytoaromathérapie lorsque cela est possible. On va aussi mettre en place des techniques de gestion du stress et on va aussi essayer de rester actif par le mouvement et notamment l'activité physique qui est très très importante et d'autant plus à la ménopause. Donc la naturopathie, vous l'aurez compris, elle intervient donc en prévention et on peut aussi l'utiliser en complément de la médecine allopathique, bien sûr, mais en aucun cas, la naturopathie ne va remplacer une consultation chez votre médecin ou votre gynécologue. C'est très important de le rappeler. Voilà. Alors, venons à notre sujet de la ménopause. Donc, la ménopause, je le rappelle et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment une étape naturelle en fait dans la vie d'une femme au même titre que la puberté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout le passage vers un nouvel état hormonal. Donc, il faut savoir que l'âge moyen de la ménopause, il est de 51 ans. En moyenne, on va avoir des ménopauses plus précoces et d'autres plus tardives. Il faut savoir que la ménopause, ça n'arrive pas comme ça en une nuit, on ne se réveille pas ménopausé. C'est un process qui est progressif. Et la ménopause, elle commence 5 à 10 ans avant l'échéance. C'est ce qu'on va appeler la période de pré-ménopause. Donc il faut savoir qu'on note
déjà chez la femme, une baisse de la fertilité à partir de 35 ans qui va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge. Et surtout, on va commencer à noter des changements, des perturbations dans le cycle, avec des cycles qui vont être plus rapprochés et puis qui vont après avoir tendance plutôt à s'espacer. Alors si pour certaines femmes, la ménopause se passe sans accroc, pour certaines, cela peut être un petit peu plus compliqué. Alors, pour bien rappeler là aussi ce qu'est la ménopause, très important, il faut comprendre que c'est un arrêt en fait définitif du fonctionnement des ovaires et donc c'est la fin de la période de fertilité pour une femme. Alors pour bien rappeler un petit peu comment fonctionne le cycle hormonal, on va parler là d'une femme fertile, voilà, la trentaine, un cycle de 28 jours. Comment ça se passe? Donc ce cycle, on va dire qu'il est décomposé en 2 grandes parties. On va avoir une première phase qui va aller de J1, donc qui est le premier jour des règles, jusqu'à J14 qui est le moment de l'ovulation. Et donc pendant toute cette première partie de cycle, on va avoir une montée progressive des œstrogènes qui vont permettre effectivement l'ovulation. Et dans la seconde partie de cycle, on va avoir donc les œstrogènes qui vont baisser et qui vont faire un tout petit sursaut à un moment donné, mais on va avoir surtout la montée de la progestérone. Donc les œstrogènes, il faut savoir qu'elles ont un effet dynamisant. Elles vont agir sur la qualité de la peau, des tissus, des cheveux, l'hydratation aussi des muqueuses. Ça va permettre d'avoir de beaux cheveux, des os solides, d'avoir une bonne humeur, d'avoir plutôt la pêche. Et elles vont aussi avoir, ces œstrogènes, un effet protecteur sur le système cardiovasculaire et osseux. Et la progestérone, elle pour le coup, elle va avoir un effet plutôt, on va dire, relaxant. Elle va plutôt agir sur tout ce qui est système nerveux, l'humeur, l'anxiété, le sommeil, la relaxation. Donc, avant en fait d'arriver à cette période de ménopause où il n'y a plus d'œstrogènes de fabriquer, il faut savoir que avant ça, c'est plutôt la progestérone qui va commencer à se raréfier. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand une femme est fertile et qu'elle a un cycle normal et équilibré, les œstrogènes sont équilibrés par rapport au niveau de la progestérone. Et comme je vous ai dit il y a quelques secondes, au moment de la préménopause, c'est la progestérone qui va commencer à baisser, les œstrogènes restant à leur niveau classique. Donc tout ça va donner lieu à un phénomène qu'on va appeler une hyperoestrogénie relative par rapport au niveau de la progestérone, ou un phénomène qu'on appelle aussi dominance en œstrogène. Et c'est en partie ce déséquilibre qui va en fait expliquer une bonne partie des problématiques que les femmes vont rencontrer en fait à l'approche de la ménopause. Alors ces problématiques, en général, vous les connaissez plutôt bien, puisque c'est un peu via ce prisme-là qu'on a une image assez négative de la ménopause. Ça va être la prise de poids, principalement au niveau du tour de taille, les sautes d'humeur, l'irritabilité, l'insomnie, la baisse de libido, les douleurs qu'on peut avoir aussi au niveau de la poitrine, les bouffées de chaleur, bien sûr, et puis une peau plus sèche et des muqueuses plus sèches également. Alors après la ménopause, c'est-à-dire une fois qu'une femme n'a pas eu ses règles pendant une période consécutive de 12 mois, puisque c'est ainsi que l'on va définir l'état de ménopause, à partir de ce moment-là, c'est les œstrogènes qui ne seront plus produites par les ovaires. Donc il va rester une production résiduelle d'œstrogènes au niveau du tissu adipeux et des glandes surrénales, mais voilà, très peu en rapport de ce qui a été produit par les ovaires. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment avoir les problématiques de muqueuse, de peau sèche, les bouffées de chaleur, mais aussi des fois des infections urinaires et de l'ostéoporose qui peut aussi se déclarer. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je vous le disais en tout début, donc la ménopause, c'est un nouvel état hormonal. Et ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'une ménopause sereine, c'est une ménopause que l'on prépare. Et si vous arrivez à la ménopause avec déjà des déséquilibres hormonaux, ou des déséquilibres au niveau de votre hygiène de vie, tels que quelques kilos en trop, un manque d'activité physique, une alimentation qui va pas être équilibrée, où il y aura beaucoup de produits transformés, une alimentation qui va quelque part congestionner votre foie. Et si vous vivez beaucoup de stress et que vous avez vos glandes surrénales qui sont épuisées, si vous avez un petit peu la dent sucrée, eh bien il y a de fortes chances pour que pour vous en fait la ménopause soit un petit peu plus compliquée, parce qu'il y a des déséquilibres existants. Et comme on l'a vu, la ménopause va également créer des déséquilibres hormonaux. Et donc tout ça va se cumuler. Et c'est ce qui explique en partie que pour certaines femmes, la ménopause peut être un véritable enfer. Donc il faut avoir conscience de tout cela dès l'âge de 40 ans. C'est très important.
à partir de cet âge, de mettre en place une bonne hygiène de vie et d'essayer de régler au maximum les déséquilibres qu'on peut avoir. C'est vraiment très très important pour pouvoir minimiser tous les désagréments dont on entend parler. Il faut savoir que ces désagréments, c'est pas non plus un passage obligé et que la ménopause, elle se passe bien aussi pour beaucoup de femmes. Donc, mais effectivement, comme on a toujours tendance à retenir le négatif et pas forcément le positif, c'est plutôt cette image-là qu'on a de la ménopause. Alors moi, je voudrais vraiment attirer votre attention parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre hygiène de vie déjà par vous-même et puis voilà, à l'approche de la ménopause. Et l'alimentation est très importante. Pourquoi ? Parce que est-ce que vous connaissez un geste qu'on répète aussi souvent tout au long de notre vie que l'acte de manger et de s'alimenter ? La nourriture, c'est notre carburant. Ce carburant, il est différent pour chaque personne, mais surtout, c'est important puisque c'est grâce à lui que va bien fonctionner votre corps et surtout produire en fait des hormones. Donc, ce qui est très important, c'est effectivement de on va essayer grâce à l'alimentation de limiter un petit peu tous les désagréments liés à l'arrêt de l'activité hormonale. Donc ça va être effectivement d'agir sur le vieillissement de la peau, par exemple, de prévenir les troubles de l'humeur. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi pour favoriser le sommeil, mais aussi de limiter, par exemple, la fonte de la masse musculaire et aussi les problématiques cardiovasculaires. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que on produit différents types d'œstrogènes et il y a notamment des œstrogènes qui vont être protecteurs pour le système cardiovasculaire. C'est ce qui explique que lorsqu'une femme est dans sa période fertile, elle est moins à risque en termes de risque cardiovasculaire que les hommes. Mais il faut savoir que ces deux courbes se rejoignent au moment de la ménopause puisque la femme ne bénéficie plus, on va dire, de l'effet protecteur des œstrogènes et donc va rattraper les hommes en termes de risque cardiovasculaire possible. Donc très très important d'essayer de minimiser quelque part tous ces effets que l'on risque d'avoir au moment de la ménopause. Alors les bonnes pratiques dans le cadre de l'alimentation et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et d'ailleurs qui sont valables pour tout le monde quel que soit son âge. Déjà, une bonne hydratation, ça c'est très important. L'eau, c'est la seule boisson dont votre corps a besoin pour fonctionner et il faut boire en assez grande quantité pour hydrater votre corps mais aussi pour avoir une peau hydratée, pour éviter aussi tout ce qui est dessèchement des muqueuses et puis lier les pertes d'eau liées par exemple aux bouffées nocturnes, aux sueurs nocturnes, aux bouffées de chaleur, etc. Donc très important de boire en quantité pour maintenir cette hydratation et prévenir les pertes en eau. Ensuite, très important également, introduire une alimentation à IG bas. Alors IG pour index glycémique. Alors j'ai essayé de vous expliquer très brièvement ce qu'est l'index glycémique. C'est la capacité d'un aliment, lorsque vous le mangez, à entraîner une augmentation de votre taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Dès lors que vous mangez un aliment qui contient des sucres, sous toutes les formes, c'est-à-dire ça peut être des sucres comme du sucre blanc, le sucre des fruits, le fructose, le sucre naturellement contenu dans le lait comme le lactose ou l'amidon qui va être décomposé en molécules de sucre, on va dire, très important de limiter cette augmentation de la glycémie. Et pour ça, comment on fait ? Déjà, on accompagne toujours les féculents par une grosse portion de légumes puisque les fibres contenues dans les légumes vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Mais surtout, on va essayer de choisir des féculents à IG bas, donc à index glycémique bas. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est troquer toutes les versions blanches, pâte blanche, riz blanc, pain blanc, farine blanche, contre des versions complètes, semi-complètes, qui vont avoir un IG beaucoup plus bas, qui vont vous donner une énergie plus durable et surtout on va éviter les pics de glycémie et donc le stockage et donc la prise de poids. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est très important aussi, quand on est une femme à la ménopause ou à l'approche de la ménopause, c'est d'avoir des apports suffisants en protéines. Et ça, que vous mangiez ou pas de la viande, que vous soyez ou pas végétarien, très important d'avoir votre dose de protéines tous les jours, notamment pour éviter la fonte de la masse musculaire, mais aussi pour pouvoir produire correctement les hormones et aussi les neurotransmetteurs qui sont des molécules chimiques, on va dire, impliquées dans la gestion de nos humeurs. Et comme on le sait, à la ménopause ou même à l'approche des règles, on peut avoir effectivement des troubles de l'humeur. Donc c'est très important d'avoir ce qu'il faut en protéines dans l'assiette pour toutes ces fonctions. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est évidemment inclure un maximum de légumes dans l'assiette, vitamines, minéraux, les fibres, on l'a vu, très important aussi pour le transit.
Le calcium, alors là aussi à l'approche de la ménopause, c'est un vrai sujet puisqu'il y a un risque d'ostéoporose. Mais attention, le calcium, souvent on a tendance à croire qu'il faut manger énormément de produits laitiers pour faire le plein, mais attention, les produits laitiers sont assez acidifiants, donc on va plutôt aller chercher le calcium, là on va dire, où les vaches le trouvent par exemple, ça va être dans tout ce qui est vert, la verdure. Donc par exemple les haricots verts, toutes les salades, tous les choux, les crucifères, donc les choux de Bruxelles, les brocolis, etc. Vous allez également en trouver énormément dans les amandes, les épinards et aussi les sardines que vous pouvez manger par exemple avec les arêtes, si vous les mixez. C'est très très riche en calcium. Et malgré un bon apport de calcium, il faut pouvoir l'absorber et c'est là où il faut faire vérifier votre statut en vitamine D via une prise de sang chez votre médecin, car il faut éviter en fait de s'auto-médicamenter, on va dire, en vitamine D, parce que si on le fait et qu'on a une vitamine D qui est un peu haute, il y a un risque de toxicité. Donc vitamine D et calcium vont ensemble. La vitamine D permet l'absorption du calcium, donc ça c'est très important de le faire vérifier. Ensuite, un autre élément qui est très important, les oméga 3. Alors ça, c'est un truc que je vois quasiment, dans 90% des cas, dans mes accompagnements en ménopause. Les femmes ont peur de grossir à l'approche de la ménopause et donc, elles retirent tous les gras. Mais alors, tous les gras. Or, vous le savez peut-être, il y a des bons et des mauvais gras. C'est-à-dire qu'il y a des gras qui vont avoir tendance à encrasser vos artères, pourquoi pas à les boucher, et d'autres gras qui vont être très bénéfiques parce que justement, ils ont un pouvoir, on va dire, anti-inflammatoire. Ils vont agir sur la qualité de la peau, des cheveux, sur l'humeur aussi. Donc ça, c'est très important d'essayer d'avoir du bon gras dans l'alimentation via par exemple les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux si vous aimez ça, du saumon une fois tous les 15 jours, par exemple des oléagineux, les amandes, les noisettes. Et surtout d'utiliser de bonnes huiles pour la cuisine. Alors là aussi, tout le monde me parle de l'huile d'olive en me disant voilà, je cuisine bien, l'huile d'olive, régime méditerranéen, c'est super. Oui, c'est très bien l'huile d'olive pour cuisiner à chaud, mais l'huile d'olive, contrairement à ce que l'on croit, elle contient finalement beaucoup d'oméga 6 et très peu d'oméga 3. Donc l'huile d'olive, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner à chaud, il n'y a aucun souci, mais pour vos assaisonnements de salade, voilà, pour cuisiner à cru, préférez plutôt les huiles de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de camine, qui vont contenir beaucoup d'oméga 3. Et vous pouvez aussi rajouter des graines, par exemple des graines de lin, graines de tournesol, graines de courge dans vos salades, dans vos soupes. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important puisque souvent on va avoir tendance à aller se complémenter en oméga 3 alors qu'il y a déjà plein de sources naturelles dans l'assiette que vous pouvez déjà intégrer. Donc ça aussi très important les oméga 3 et rajouter du bon gras dans l'assiette. Le gras c'est la vie. Le gras c'est ce qui entoure la paroi de la membrane des cellules. Et surtout, toutes les hormones sexuelles, donc les hormones stéroïdiennes, sont produites, on va dire, à partir du cholestérol. Donc il faut du bon gras dans l'assiette, c'est vraiment essentiel. Donc surtout, ne les supprimez pas de votre assiette à l'approche de la ménopause, très important. Essayez aussi de manger varié, de manger coloré, d'avoir un arc-en-ciel de couleurs dans l'assiette. C'est vraiment un signe que vous mangez varié et donc du coup vous faites le plein de vitamines et de minéraux. Essayez de manger le plus brut possible, le plus naturel possible, de cuisiner un maximum de choses, quitte à faire un petit peu de batch cooking le week-end, c'est-à-dire de préparer quelques plats pour avoir 2-3 dîners d'avance et éviter du coup d'utiliser peut-être des produits transformés ou de manger des choses un petit peu en mode fast-food. Chose très importante aussi à la ménopause, on fait 3 repas par jour et on se prévoit une collation par exemple l'après-midi ou le matin. Mais surtout on évite le grignotage, ça c'est pas bon du tout. Et enfin, d'autres choses qui sont pas dans l'alimentation mais sur lesquelles j'insiste énormément, c'est la gestion du stress et la gestion des émotions avec des techniques. Il en existe plein. Il y a Véronica hier qui nous a fait une démonstration de sophrologie sur le compte de D+4Care que vous pouvez revoir. C'est une technique parmi d'autres, mais en tout cas, elle peut être efficace pour vous. Et après, vous pouvez aussi essayer des pratiques qui mixent à la fois le côté activité physique et le côté un petit peu gestion du stress, comme par exemple le yoga, le tai chi, ce genre de choses.
Mais en tout cas, c'est très important d'avoir une activité physique puisque, du fait qu'il y a un arrêt de la production des œstrogènes, tout ça a un impact sur la densité osseuse et donc le fait de pratiquer de l'exercice, de faire un petit peu de musculation avec des poids légers, etc., ça va permettre aussi de solidifier les os et donc d'éviter ce risque d'ostéoporose. Donc voilà, c'est vraiment très important. Alors, si je devais un petit peu synthétiser ce que je viens de vous dire, ce serait d'essayer de manger protéiné et gras le matin au petit déjeuner, très important, pour favoriser en fait la synthèse de la dopamine. La dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui joue sur votre motivation, votre entrain, sur le fait que vous allez vous réveiller assez facilement. Une carence en dopamine, c'est en général ressenti dès le matin. Donc ça, c'est très important de manger protéiné et gras pour éviter cette carence. Le midi, manger protéiné, là encore, avec des glucides à IG bas, on l'a vu tout à l'heure, avec des légumes, en évitant le sucre. On va garder le sucre pour la collation de l'après-midi. On va essayer de structurer une collation de façon intelligente en prenant par exemple un fruit frais. Donc on va avoir un apport de sucre, mais aussi un apport de fibres grâce aux fruits. On va ajouter un petit peu d'amandes, un petit peu de chocolat noir et puis vous pouvez aussi vous prendre une petite boisson chaude ou froide d'ailleurs, mais en tout cas c'est important de prendre un petit moment pour vous avant justement de rentrer à la maison et puis d'avoir mangé quelque chose pour éviter d'arriver le ventre affamé et puis du coup de vous jeter sur des choses. Parce que souvent aussi ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font les choses très bien jusqu'au moment où elles rentrent chez elles le soir et là on craque, on commence à grignoter en rentrant, on prépare le dîner, on grignote et puis le soir devant la télé aussi. Donc le fait de vous caler avec une collation, ça va pas vous faire grossir parce qu'on va la prévoir dans une journée, au niveau des apports alimentaires. Mais par contre, elle va vous caler et surtout, cette collation, elle va être aussi très utile pour synthétiser la sérotonine, qui elle est un deuxième neuromédiateur très important, un neuromédiateur qui joue dans la régulation du cycle circadien, donc l'alternance jour-nuit. Elle va jouer aussi dans la mobilité digestive et puis dans tout ce qui va être trouble du sommeil, les humeurs changeantes, etc. Et ça, on sait que quand on est fertile, quand on a un cycle menstruel, mais aussi à l'approche de la ménopause, souvent on a des problématiques d'insomnie, des troubles d'humeur, etc. Et ça peut aussi être lié à une carence en sérotonine. Donc très important de structurer cette collation autour d'un fruit, un peu de chocolat noir à 70%, une petite poignée d'amandes, une petite boisson pour faire le plein de tout ce qu'il faut pour synthétiser cette sérotonine qui derrière va se transformer en mélatonine, donc qui est la fameuse hormone du sommeil. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, le soir, donc là on va essayer de manger à nouveau protéiné, riche en fibres, et par contre on va essayer de diminuer les féculents pour pas alourdir parce que on en a déjà pris à d'autres moments de la journée. Donc ça c'est un peu la répartition, on va dire, idéale qu'il faudrait avoir. 2 petits bémols sur l'alcool, donc attention à l'alcool. Je vous conseille plutôt de partir sur un petit verre de vin rouge de temps en temps, un bon champagne quand il y a une bonne occasion, mais évitez de boire trop d'alcool fort, puisque là encore, j'aurai pas le temps de l'évoquer ce soir, mais le foie est très important dans l'activité hormonale puisqu'il va détoxifier en fait une partie des hormones, dont les œstrogènes. Et donc éviter de l'encombrer puisqu'il est déjà un petit peu malmené au moment de la ménopause. Attention également au café, on évite de boire trop de café puisque ça va contribuer, on va dire, à exciter les glandes surrénales et à produire du cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Donc on évite tout ça. Et puis on évite de manger trop salé pour la rétention d'eau. Et puis on évite évidemment les sucres purs, on va dire, tout ce qui peut être très sucré. Donc voilà. Alors, moi, dans le cadre de mes accompagnements ménopause, il faut savoir qu'en général, donc, je travaille de façon personnalisée, c'est-à-dire que je vous établis un plan personnalisé de recommandations qui comprend toujours des conseils d'hygiène de vie, adaptés à votre rythme, à vos goûts, à vos envies, au temps que vous avez pour cuisiner, etc. Je vous donne des idées de menus et souvent, on passe aussi par la micronutrition et la phytoaromathérapie quand on peut, puisque il faut savoir que même si évidemment l'alimentation est très importante, il faut des fois qu'on booste un petit peu les apports en certaines vitamines, certains minéraux pour pouvoir soulager un petit peu les signes, les problématiques que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que souvent on se retrouve à devoir donner finalement plusieurs compléments alimentaires. Et là c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu, donc et c'est l'objet aussi de cette série de live cette semaine, c'est que D+, donc assorti
un nouveau complément alimentaire qui s'appelle Ruby et qui est un complément alimentaire complet dans le sens où on va s'éviter de devoir prendre différents compléments alimentaires et jusqu'à maintenant c'est un peu comme ça que moi j'étais obligée de procéder puisqu'il n'existait pas sur le marché finalement de compléments alimentaires complets qui en une prise unique permettaient on va dire de soulager un petit peu toutes les problématiques qu'on a pu évoquer. Donc, dès plus a sorti donc Ruby, je voulais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce complément alimentaire, de quoi il est composé et voilà comment ça marche. Donc en fait, Ruby contient du WAM. Donc c'est en fait un igname, donc une sorte de tubercule qui est originaire d'Amérique du Sud et qui était déjà connu des Aztèques à l'époque, puisqu'ils l'utilisaient déjà pour soulager le syndrome prémenstruel et les douleurs pelviennes. Et donc, ce YAM, il contient une molécule qui s'appelle la sdiogénine, qui est un précurseur végétal d'hormones stéroïdiennes. Et donc, il va permettre, on va dire, une meilleure synthèse de la progestérone et des œstrogènes, deux hormones, vous l'avez vu, qui sont clés pour, on va dire, le bon déroulement d'un cycle menstruel et donc qui peuvent permettre, on va dire, de booster un petit peu cette production d'hormones le plus tard possible au moment de la préménopause. Donc le YAM est ainsi devenu une plante de référence pour lutter contre les déséquilibres hormonaux et notamment ceux qui interviennent à la ménopause. Ensuite, Ruby va contenir de la sauge. Alors la sauge, c'est une plante qui est œstrogène-like et qui favorise le bon équilibre hormonal. Donc la sauge, elle stimule la fabrication des œstrogènes. C'est pourquoi elle est utilisée depuis très longtemps dans les problématiques de ménopause, mais c'est aussi un antitranspirant. Donc elle va aussi permettre, on va dire, d'agir directement sur le centre de régulation thermique pour réduire la fréquence et l'intensité en fait des bouffées de chaleur, et notamment les sueurs nocturnes. Donc en fait, indirectement, en régulant ces sueurs nocturnes et ces bouffées de chaleur, elle va aussi agir pour améliorer finalement la qualité de votre sommeil, votre niveau de fatigue, le manque d'énergie, puisque comme on va espacer ces bouffées de chaleur et ces sueurs nocturnes et que vous allez en avoir de façon moins fréquente, ça va vraiment vous permettre de retrouver une qualité de vie. On va avoir également... Alors oui, je fais un petit bémol sur la sauge, c'est très important. La sauge, effectivement, est une plante œstrogène-like, donc elle est complètement déconseillée en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants, donc notamment tout ce qui va être cancer du sein, de l'utérus et des ovaires. Donc si vous êtes vous-même concerné, c'est-à-dire si vous avez eu ce type de problématique ou que c'est quelque chose qui est récurrent dans votre famille, il vaut mieux vous abstenir de consommer de la sauge. C'est très important. Ensuite, Ruby va également contenir du coenzyme Q10. Alors le coenzyme Q10, vous en avez sans doute entendu parler au niveau de l'industrie cosmétique puisqu'il y a plein de crèmes à base de coenzyme Q10 puisque ça permet de sublimer la peau, mais surtout le coenzyme Q10 c'est un antioxydant qui va agir sur le métabolisme cellulaire, sur la fonction cardiaque, et puis il va vraiment améliorer aussi l'humeur chez les femmes ménopausées. Donc c'est aussi un élément très important. On va avoir également dans Ruby un complexe de vitamine B. Alors ça, c'est la base pour réguler l'activité hormonale, réduire les bouffées de chaleur. Mais il faut savoir que ces vitamines B, elles interviennent aussi dans la synthèse des neurotransmetteurs que je vous ai cités tout à l'heure, la dopamine, la sérotonine, mais aussi plein d'autres. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce complexe de vitamine B. Ensuite, Ruby va également contenir de la verveine, donc qui est une plante calmante, et puis du thym, aux vertus, on va dire, détox, drainantes, et surtout qui va apporter un goût sympa à la boisson, un goût de plante en fait. Voilà, et c'est vraiment le plus de la formule. Donc effectivement, il y a vraiment, c'est vraiment un complément alimentaire qui est très bien formulé. J'ai presque envie de vous dire que c'est ce qui manquait vraiment sur le marché parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on était obligé de passer par plein de compléments alimentaires et du coup, voilà, c'est pas simple pour vous de tout prendre parce que ça fait beaucoup de gélules à différents moments de la journée, etc. Et c'est vrai que Ruby, là, on est vraiment sur une synergie complète qui permet d'agir sur quasiment toutes les problématiques de la ménopause. Donc voilà, c'est un très bon choix. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi sur le site internet, mais il se présente sous la forme d'un berlingot, donc du coup qui est ultra pratique parce que si vous n'avez pas le temps de le prendre le matin à la maison, vous pouvez le mettre dans votre sac et le prendre au bureau. Donc là aussi, une super astuce. Je vous disais tout à l'heure, essayez de réduire le café. Et bien, plutôt que de prendre votre café le matin avec vos collègues, d'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait encore avec cette histoire de Covid, mais peu importe,
eh bien, vous prenez votre petit rubis, donc soit le matin ou l'après-midi, par exemple, lors de votre goûter, comme je vous expliquais tout à l'heure, en structurant un petit goûter sympa d'un point de vue santé, c'est top. Et si en plus vous prenez rubis à ce moment-là, c'est encore mieux. Et vous pouvez le prendre à la fois chaud ou froid. Donc je trouve que ça peut être vraiment sympa de le prendre de cette façon. Voilà, je ne sais pas si... comment dire, si vous avez des questions, parce que finalement je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Et je pense que j'ai vu des petites questions passer, non? Dites-moi un petit peu si... je suis en train d'essayer de regarder un petit peu dans le fil, mais dites-moi si vous avez des questions. Alors, le champagne, oui, c'est bon le champagne, mais il ne faut pas en abuser. Le café aussi, alors effectivement, le café, il ne faut pas en abuser. Les légumes, alors est-ce qu'on les privilégie crus ou pas? Alors tout ça, ça dépend effectivement, on va dire de, comme je vous disais tout à l'heure, l'alimentation est le carburant que l'on met dans notre corps, au même titre que ce que vous mettez dans votre voiture pour avancer. Et on est toutes différentes et donc voilà, si vous avez un système digestif qui va bien, effectivement, vous allez pouvoir manger du cru sans trop de problèmes. S'il va pas bien, il va falloir réguler un petit peu les choses pour pouvoir tolérer le cru. Mais sinon, effectivement, c'est très bien d'avoir une portion de cru par repas, une petite entrée, une petite crudité. C'est très très bien ça. Que de bons actifs dans Ruby. Ouais, en effet, la formule est vraiment top. Elle est vraiment bien pensée. Et voilà, sincèrement, voilà, sur le marché, je ne connais pas d'équivalent aujourd'hui à Ruby. Et d'ailleurs, moi, enfin voilà, j'ai étudié ça très sérieusement et ça va clairement être on va dire au menu des conseils que je vais pouvoir donner, puisqu'encore une fois, on a un produit complet, une synergie complète, on prend Ruby et c'est terminé, alors qu'avant il fallait prendre plusieurs gélules, plusieurs fois par jour, etc. Donc c'était assez compliqué. Quand on l'associe avec Magic Me, c'est top, ouais, en effet. Le beurre, eh bien le beurre, à votre avis, bon ou pas bon? Alors le beurre, c'est une bonne matière grasse, quoi qu'on en pense. Il faut un petit peu de beurre cru. Le matin, par exemple, sur vos tartines, il n'y a pas de souci. Dans le beurre, on a beaucoup de vitamine A, de vitamine E. Donc, vous pouvez en prendre l'équivalent d'une petite plaquette, vous savez, comme on a dans les hôtels, des fois, la petite plaquette. Eh bien, ça, le matin, sur vos tartines, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout une matière grasse à diaboliser, le beurre. Vous pouvez en manger un peu. Un vitamine A, vitamine E, très bon pour la peau aussi. Donc, là-dessus, n'hésitez pas. Mais il ne faut pas en abuser. Et le thé. Alors le thé, c'est un petit peu comme le café. Caféine, théine, c'est un petit peu le même combat. Alors après, tous les thés ne sont pas, à mettre dans le même panier. Vous pouvez boire du thé vert, le rooibos particulièrement puisqu'il ne contient pas de théine. Mais le thé noir, on n'en abuse pas parce qu'il peut créer effectivement des carences en fer. Et puis il y a de la théine aussi qui peut aussi exciter les glandes surrénales. Donc voilà. Donc je dirais que voilà, 2 tasses de thé par jour, c'est bien. 2 cafés, pas plus. Voilà, c'est vraiment... Alors, un conseil pour une taille sèche et fine. Les IGBA. Donc essayez de manger, de cuisiner IGBA. C'est une nouvelle façon d'appréhender l'alimentation, mais c'est pas du tout un mode alimentaire restrictif puisqu'on mange de tout, on mange à sa faim, on peut aller au restaurant, on peut être invité aussi à l'extérieur en mangeant IGBA. Donc ça c'est vraiment la base et puis surtout d'avoir une activité physique régulière tous les jours, un minimum de la marche. Et puis de faire un petit peu de sport. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a quelqu'un qui vous en parlera très bien, c'est Joël, The Belly Lab, qui est invité et qui interviendra cette semaine en live sur Des Plus for Care. Et moi, je vais suivre son live avec intérêt car j'adore Joël, j'adore ce qu'elle fait. Et elle pratique les abdominaux hypopressifs. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, mesdames, parce que à la ménopause, on peut avoir ce qu'on appelle une descente d'organes. C'est lié aussi à l'arrêt hormonal, mais aussi si on pratique par exemple du sport tel que les crunchs, qui sont très mauvais pour le plancher pelvien, si on a eu des fois des accouchements un petit peu compliqués. Donc je vous laisse écouter Joël qui interviendra cette semaine sur ce sujet, et vous allez voir, elle vous donnera plein de conseils
pour vous faire une taille sèche, fine et des super abdos sans vous abîmer en fait le corps. Peut-on prendre Ruby à la préménopause ou uniquement à la ménopause? Les deux. Vous pouvez prendre Ruby dès lors que vous commencez à constater des perturbations de votre cycle, de l'humeur, des bouffées de chaleur. Voilà, dès que vous commencez à percevoir qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer, vous pouvez commencer à le prendre sans aucun problème. Et puis évidemment à la ménopause pour vous soulager de toutes les problématiques qu'on a évoquées. Alors, vous n'avez pas trop compris pour la sauge, pourquoi l'éviter? Alors en fait, la sauge, c'est une plante œstrogène-like. Alors c'est-à-dire qu'elle va mimer l'action des œstrogènes naturels. Et donc, quand on a des antécédents de cancer hormonodépendants, ça peut, entre guillemets, favoriser la résurgence d'un cancer du sein, de l'utérus, des ovaires, ou le favoriser. Et ça uniquement si on a des antécédents. Pour les autres personnes, il n'y a pas de risque, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est une plante qui est utilisée à la ménopause, parce que comme elle mime les œstrogènes et qu'à la ménopause on n'en produit plus, elle permet en fait de réduire les désagréments liés à l'arrêt de la production des œstrogènes. D'accord? Mais voilà, si vous n'avez pas d'antécédents, il n'y a vraiment aucune problématique pour la prendre. Voilà. L'avocat, c'est du bon gras. Oui, l'avocat, c'est du bon gras, mais attention au bilan carbone, puisque les avocats, ils viennent de loin. Ils voyagent beaucoup. Donc, les avocats, on essaye si on peut trouver des avocats français ou corses. Très compliqué. Mais l'avocat, vous pouvez en manger un par semaine sans problème, mais pas plus. Pas plus, parce que après, c'est le bilan carbone qui en pâtit aussi. Mais sinon, c'est du très bon gras, l'avocat. Plein de vitamine E, très bon pour la peau. Est-ce qu'on est en préménopause à 47 ans? Oui. La préménopause, elle commence 5 à 10 ans avant l'échéance, donc à partir de 40-45 ans, effectivement, on est en préménopause et vous allez commencer à sentir des changements. À quel moment Ruby doit-il être pris? Dès les premiers signes de la préménopause ou de la ménopause? On y a répondu. L'IGBA, l'index glycémique des aliments, j'en ai parlé au départ, tout à l'heure dans le live. Je vous laisserai regarder un petit peu sur Internet et vous trouverez beaucoup de livres pour vous accompagner dans la mise en place de cette alimentation. Et sinon, moi-même, je propose aussi des accompagnements, évidemment, pour la ménopause. Alors, hop. Est-ce qu'on peut prendre Ruby avec Magic Me? Tout à fait. Et des plus? Tout à fait. Aucun souci. Des plus, du coup, va agir sur la peau. Collagène, la peau, les cheveux, etc. Magic Me pour le sommeil, me semble-t-il. C'est pour la mélatonine. Et puis Ruby, évidemment, pour les problématiques de la ménopause. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. On en a terminé pour ce live. Vous pourrez me retrouver sur mon compte Instagram, donc mon site internet, www.célinesanténaturelle.com ou mon compte Instagram, donc @céline-santénaturelle.com. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir animer ce live sur le compte de D+4Care. J'espère que vous aurez appris plein de choses et puis surtout ne ratez pas le programme qui vous attend cette semaine, puisqu'il y a vraiment des invités au top qui vont venir donc vous parler de tout ce qu'il est possible de faire pour améliorer votre confort. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation et puis je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.